Bonjour à toutes et tous. Merci, merci déjà à nos trois intervenants que je vais présenter très rapidement et très bientôt d'être venus avec nous et nous partager leur expertise qui vient de différents horizons et qui seront, à mon avis, je pense, extrêmement complémentaires. Merci à toutes les personnes qui sont présentes dans le public. Vous avez bien fait de venir. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de trucs. Ça va être extrêmement intéressant. Donc, pour cette table ronde, des comics pour penser le monde envisagé au sens large. Et donc, effectivement, trois intervenants qui vont parler de leurs positions respectives, et une fois encore, d'une manière, je le pense, une pension très complémentaire. Donc, je vais d'abord commencer par les présentations. Comme j'ai peur d'oublier des choses et que vous m'aviez envoyé des magnifiques bios très complètes, très détaillées, vous saurez tout de leur vie, tout ce dont vous avez besoin de savoir pour savoir à qui vous avez affaire. Donc je le ferai dans l'ordre de ma droite jusqu'à mon extrême droite. Ça fait bizarre de dire ça. Désolé Olivier. Histoire de ma vie. Donc, oui. Je vous présente d'abord Lolita Boissa, docteur en sociologie des super-héros, qui est enseignante à l'université Paul Valéry Montpellier 3, où elle se consacre à l'étude des phénomènes culturels contemporains, avec une attention toute particulière, comme je viens de le dire, pour les super-héros, les comic books américains et la pop culture en général. Sa recherche s'articule autour de la manière dont ces éléments reflètent, influencent ou sont influencés par les dynamiques sociales et culturelles. Ça rentre à peu près en résonance avec ce dont on va parler aujourd'hui. Elle s'intéresse également à l'impact de ces médias sur la construction identitaire et les représentations sociales. On peut faire des choses sérieuses avec les comics. Ces travaux visent à croiser les approches sociologiques avec des analyses de contenu pour dégager les enjeux sociétaux sous-jacents aux productions de la pop culture. Je vous laisserai vous présenter ensuite en lien avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Je continue. Bonjour Kiran, originaire de Nîmes. Je prends toute la bio que tu m'as envoyée. Ça va être long. Obtient donc un DUG d'art plastique à l'époque où il y avait encore des DUG. Je vous laisse faire le calcul en 2003. Puis sort diplômé de l'école Émile Cole en 2009. Son projet d'étude donnera lieu à 2 premiers albums We Are the Night chez Ankama avec Antoine Ozanam en 2010 et 2011. C'est donc chez cet éditeur qu'il collaborera pour la première fois avec Olivier Jalabert. On aura l'occasion de le présenter d'ici 2 petites minutes, parce que la bio est un peu longue. En 2012, il participe à l'épisode 11 de Blue Estate de Victor Kalavachev, chez EZD et Image Comics, aux côtés de grands noms du comics que je laisserai vous détailler. Ce titre sera ensuite réédité chez Ankama, je vous avais dit que ce serait long, dans la foulée. Au tournant des années 2013 et 2014, il se lance dans la création de la maison d'édition des auteurs de BD lyonnais, l'Épicerie Séquentielle. C'est donc ici même, pour créer le mensuel de BD Les Rues de Lyon, qui sortira son 112e numéro en avril 2024. Et donc 113, puisque nous sommes en mai 2024. J'aurais dû mettre à jour la bio. À partir de 2018, il collabore avec Sébastien Viosa sur l'album Sweet Home, qui sera publié en avril 2020. Je vous donne plein de bonnes idées de lecture, là, notez. Sinon, vous pouvez le retrouver sur le site web aussi. J'en étais où? Sweet Home, qui sera publié en avril 2020 dans la collection Greenhouse de Glénat. Il a récemment repris la série Parker. Encore une fois, avec l'affreux à côté de moi. Donc, l'affreux. Il y a encore 3 lignes avant de parler de l'affreux. C'était long, hein, j'ai fait des coupes. Hein. De Darwin Cook, donc la série Parker de Darwin Cook chez Dupuis. En 2022, pour une parution prévue début 2025, c'est toujours bon? Oui, c'est pour Angoulême 2025. Non. En parallèle, il réalise du storyboard pour la publicité Amazon, Bandai, Gameloft ou Hot Wheels. C'est les petites voitures. Ainsi que pour Disney et de l'illustration de commande dernièrement pour Le Monde. Il enseigne également depuis plus de 10 ans dans différentes écoles d'art, dont New Age, moi le 3 c'est à Paris, et Artefix à Montpellier, où il travaille encore, ce qui vous fait un point commun avec Lolita, qui arrive de Montpellier. Et enfin, je vous présente, et je laisserai se présenter, Olivier Jalabert, né à Marseille, tu l'as indiqué, donc je le précise. Qui se passionne pour la BD et les comics dès l'enfance,
après avoir travaillé pour le réseau des libraires spécialisés BD Album comme directeur de magasin et responsable des achats d'import et collaboré avec le groupe Panini comme pigiste et éditeur consultant, il rejoint l'éditeur Soleil en tant que directeur éditorial adjoint fin 2007. Il est alors en charge des partenariats éditoriaux internationaux, notamment avec Marvel, des acquisitions de comics et de nouveaux projets d'édition. En 2010, il intègre Ankama comme directeur de développement et travaille sur des montages de partenariats à l'export pour la diffusion, distribution des propriétés intellectuelles maison sur les différentes plateformes MMORPG, animation, édition et produits dérivés. Il prend la direction du label Comics de Glénat, que tu fondes. Non, il existait déjà en fait, mais je l'ai relancé en 2014. En novembre 2014, donc, où il crée un partenariat éditorial avec l'éditeur américain IDW. Il me semble qu'il y a les Transformers, notamment, entre autres choses. Oui. Enfin, moi, j'étais pas un Transformer, mais oui. C'est ça. Il rejoint ensuite en 2021 Dupuis en tant qu'éditeur senior pour développer de nouveaux projets de bande dessinée « Grand enfant devant l'éternel », je cite. Ce quinquagénaire, tu l'as précisé, donc si je ne l'avais pas dit, vous ne l'auriez pas su. Refuse toujours de mettre une cravate, c'est bon, et continue de porter des t-shirts bigarrés. Donc, la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est effectivement donc, de pouvoir parler de en quoi, comme n'importe quelle pop culture d'une certaine manière, mais plus spécifiquement dans le sujet qui nous intéresse, les comics, sont un certain révélateur, miroir de l'esprit du temps, des époques et des lieux et des territoires sur lesquels ils ont été créés. Parfois de manière complètement consciente, c'est-à-dire une volonté de la part d'un scénariste, d'un auteur, d'un créateur, d'un éditeur, de prendre à son compte certaines problématiques d'une époque donnée, parfois malgré eux, c'est-à-dire encore d'être en tant que membre de cette époque, enfin, partie prenante de cette époque, de se retrouver à raconter des histoires dont on avait envie de parler, mais qui parlent aussi du monde qui nous entoure et qui donnent à voir quelque chose de ce monde. Et ce qui nous intéressait, c'était d'avoir la vision, on va dire, qui nous semblait complémentaire entre un éditeur, un créateur, et il y en a de plus en plus des chercheurs qui travaillent sur ce type de création bien particulier de la pop culture. Et je voudrais vous laisser vous présenter au regard justement de ce que ça peut avoir avec votre travail, ce caractère finalement de miroir de la société. C'est-à-dire grosso modo, en quoi, dans votre travail, en tant que chercheuse, en tant que créateur ou en tant qu'éditeur, vous essayez de saisir cet esprit du temps, en quoi ça influence votre travail et en quoi finalement vous en rendez compte à votre manière et en quoi finalement l'étude ou la création ou l'édition de comics vous inscrivent, et si je suis un petit peu trop verbeux, vous me le dites, vous inscrivent finalement dans une forme de témoignage d'une époque, de votre époque et de votre société. C'était trop verbeux ou c'est compréhensible? Qui veut se lancer? Allez, je me lance. Donc bonjour à tous. Alors comme vous le savez, je suis un petit peu comme vous, pour ceux qui sont étudiants, je suis universitaire. Donc déjà vous avez une preuve qu'on peut ramener un sujet super fun au monde de l'université et que voilà, on peut en faire un métier assez intéressant au niveau du divertissement. Pour mon moment où je me la pète, ça c'est moi qui l'ai fait. Ça m'a pris 3 semaines, donc j'espère que vous l'appréciez à sa juste valeur. Au final, quand j'étais étudiante et que je faisais ma thèse, j'étais persuadée d'arriver à trouver facilement une frise chronologique qui permettait de voir le monde des super-héros que vous voyez sur la partie haute de ma frise chronologique et sur la partie basse, c'est des événements qui sont passés aux États-Unis. Donc pour vous résumer un petit peu ou faire la légende des couleurs, on va partir de la partie basse. Donc ce que j'ai mis en rouge, c'est des événements plutôt négatifs qui se passent aux États-Unis. Ce qui sont en vert, plutôt clair comme ça, c'est des événements plutôt positifs. Ceux qui sont en violet en bas, c'est les présidents qui sont dans des comics dont je parle dans ma thèse, parce qu'il y en a plein d'autres qui ne sont pas présents sur cette frise parce que je n'en parle pas dans ma thèse. Pour ceux qui sont fans, n'hésitez pas à retrouver cette frise chronologique gratuitement dans ma thèse. Je vous invite évidemment à la lire, ça me ferait toujours plaisir. Et je reviens à la frise. Donc sur la partie haute, ce qui est en jaune, c'est les différents âges du monde des comic books. Ce qui va être en blanc, c'est vraiment l'arrivée de certains personnages. En vert d'eau, ça va être des grands événements du monde du comics. En orange, c'est plutôt des choses assez négatives.
Et ce qui va être en vert, vraiment tout au bout, là, on va être sur des films, surtout des blockbusters, donc pareil, dont je parle dans ma thèse. Dans ma thèse, ma problématique, pour le coup, d'un point de vue vraiment scientifique, c'est quel est l'impact et l'importance des super-héros dans notre culture contemporaine, de 1938 au moment où ça commence avec Superman, à 2020 au moment où j'arrête ma thèse, parce qu'il faut bien s'arrêter un moment, et je vous encourage, pour ceux qui vont poursuivre en thèse, à le faire rapidement, parce que vous verrez que la thèse, c'est un tremplin vers la carrière, et ce n'est pas une carrière. Bon, ceci étant dit, voilà, moi ce qui m'intéresse d'un point de vue social, c'est d'essayer de comprendre finalement comment certains événements, comme on peut le voir sur cette frise chronologique, peuvent influencer l'univers des comics, et finalement cette question de miroir de la société, eh ben, ça joue dans les deux sens. C'est-à-dire que autant des événements réels vont influencer le monde du comics, mais des événements du monde du comics permettent de refléter aussi certaines choses qui nous intéressent dans notre société. Dans mon parcours, bon, moi je suis fan absolu de Superman, donc je vais en faire une propagande, hein, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, il faut l'accepter dès maintenant, comme ça vous serez pas déçus pour la suite. Si j'adore Superman, je le dis tout de suite, hein, parce que c'est vrai que mon collègue, voilà, on a commencé à se friter, donc avant qu'on lève des tables en l'air, comme ça au moins vous aurez mon point de vue, vous partirez avec des informations très précieuses, hein, pour le coup. Donc comme je vous le disais, tout commence aux États-Unis en 1938, où on va avoir deux personnes, donc Joe Shuster et Jerry Siegel, qui vont proposer leur projet de Superman. Ils vont le proposer à plein de maisons d'édition qui vont dire non, un petit peu comme ce qu'on a vu avec J.K. Rowling qui propose Harry Potter, et ce qui finit par avoir beaucoup de maisons d'édition qui se mordent les doigts en se disant peut-être on est passé à côté du projet d'une vie. Donc pour vous parler de Superman, au-delà du fait que pour moi c'est le meilleur super-héros parce que non seulement c'est le premier à arriver, c'est celui qui va donner le ton à tous les autres super-héros qui vont arriver par la suite, parce qu'on va énormément s'inspirer forcément de ce premier modèle. Son costume, pour la petite info, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent pourquoi un slip par-dessus le collant. Ça, je l'ai souvent en conférence, celle-là, donc je préfère vous le dire tout de suite, comme ça vous êtes au fait. Le dessinateur de Superman était fan de catch. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu cette symbolique-là à travers ce costume. Ça vous fait des anecdotes à dire en soirée au bar, hein, comme ça vous êtes prêts. Au-delà de ça, pourquoi j'adore Superman ? C'est bien sûr parce que c'est le premier super-héros, mais aussi parce que c'est le super-héros où son costume, c'est celui d'être humain. Alors que tous les autres super-héros, leur costume, c'est celui de super-héros. Ce qui fait de ce personnage un personnage vraiment intéressant. Voilà, donc ça c'était ma petite introduction propagandesque sur Superman. Maintenant vous êtes au fait des choses. Et pour parler un petit peu de l'influence qu'on va avoir, qu'on peut voir sur cette frise chronologique, imaginez-vous dans l'histoire, on est en 1938, il y a ce personnage qui arrive, et en même temps, il y a la Seconde Guerre mondiale qui débarque. Donc on va d'abord proposer des comics dans lesquels on va voir Superman, et on va le voir aussi sur le front. Sauf que sur le front, on a aussi des soldats américains qui lisent des comics. Et qu'est-ce qu'ils se disent ? On peut pas vraiment s'identifier à un type qui peut régler la guerre en une après-midi, quoi. C'est pas possible. Donc rapidement, on va avoir d'autres personnages qui arrivent. Donc il y a Captain America, que vous connaissez déjà tous, qui arrive en 40. En 41, on va avoir Wonder Woman, parce que, comme je le dis dans ma thèse, il y a beaucoup de femmes qui s'engagent pendant la guerre, qui sont pas reconnues au moment où elles s'engagent pendant la guerre, parce que c'était des femmes, hein, et malheureusement, il y en a beaucoup qui vont être gratifiées des titres honorifiques post-mortem. Et du coup, on a aussi besoin de représentation féminine, parce qu'il y a des femmes qui s'engagent massivement dans les soins pour aider dans la guerre, mais il y en a aussi qui sont sur la partie terrain, et notamment celle que je parle dans ma thèse, c'est l'équipe des WASP. C'est des femmes qui sont dans des avions et du coup qui vont transporter des soldats et faire des interventions. Et voilà. Et donc forcément, un personnage féminin était nécessaire d'arriver à un moment donné pour représenter aussi ce corps-là, parce que tout le monde s'engage dans la guerre. Au-delà de la représentation on a besoin de super-héros pendant cette période, parce que c'est vrai que pendant la Grande Dépression, Superman, il arrive un petit peu aussi comme la figure de héros que l'Amérique avait besoin aussi à ce moment-là. Les super-héros, ils nous disent plein de trucs sur nous. Ils nous disent aussi des tabous de la société. Moi, ce que j'aime dans les super-héros et dans le monde du comics, c'est que finalement, quand on parcourt un petit peu cette partie historique, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de sujets qui sont tabous aux États-Unis, mais qui apparaissent de manière très précoce dans le monde des comics, ce qui permet en fait de comprendre que les auteurs de comics, c'est aussi la voix de ceux qui ne se font pas entendre. Et ça, quand on fait de la sociologie, c'est vraiment ce qui nous intéresse, parce que nous, on parle de minorité, on essaye de comprendre un peu les problématiques qu'il y a dans notre société. Donc rapidement, je fais ce lien-là et j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'il y a. Donc quand je vous parle de sujets tabous, ça peut être l'homosexualité, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être le racisme, et tous ces points de vue-là, on va les retrouver très très tôt dans les comics, avant que ce soit des sujets à débat aux États-Unis. Donc pour ceux que ça intéresse, par exemple, il y a une histoire qui est assez intéressante. Donc on est en pleine lutte contre la drogue aux États-Unis. On a une période de censure qui est énorme dans les années 50.
Et pour le coup, voilà, on va avoir des projets où on va essayer de parler de drogue pour dire que c'est mal. Donc je pense à un comics de Spider-Man en particulier qui est contre la drogue, mais ce comics-là, pour vous dire à quel point la période de censure est intense, on va dire ça parle de drogue, c'est mal. Même si on en parle pour dire que c'est mal, finalement il faut absolument pas en parler. Ça, c'est assez révélateur de nos sociétés. Quand je vous parle d'alcool, c'est le diable en bouteille de Iron Man qui arrive en 79. Là, on est face à une problématique où on montre un personnage qui, à cause de l'alcool, peut plus revêtir son costume de super-héros parce qu'il est plus en état de le faire. Ce qui nous permet encore une fois de nous poser des questions sur ce type de consommation-là. Pour l'homosexualité, c'est pareil, on a plein de personnages qui vont avoir voilà, des fois un côté bisexuel, un côté homosexuel, ce qui permet aussi d'ouvrir cette notion-là parce que les super-héros, c'est les sauveurs de l'humanité, c'est les personnes qu'on a envie qui viennent nous sauver. Donc il faut aussi que ce soit des personnes auxquelles on peut s'identifier. En parlant d'identification, il y a beaucoup de personnages qui ont été créés notamment pour ça. Je pense à Spider-Man, où chacun d'entre nous peut facilement s'identifier à ce personnage-là. Pourquoi ? Parce qu'on a peut-être été, nous aussi, ce petit geek dans la classe qui était amoureux d'une personne qui était totalement inatteignable pour nous, et on s'identifie facilement à ces personnages. Je vous parle de ça parce que finalement, la notion d'identification, c'est quelque chose qu'on va retrouver très massivement, notamment dans le monde de Marvel, parce qu'on aime bien faire des histoires qui vont être tragiques pour que justement on ait une attache et que ça fasse un démarrage, qu'on ait une question de choix. Parce qu'être un super-héros, finalement, c'est pas juste mettre un slip par-dessus son collant, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces super-pouvoirs. Parce que les super-vilains aussi ont des pouvoirs et des slips par-dessus leur collant. Donc finalement, c'est toute cette notion de choix moral qui va permettre d'identifier si vous êtes un super-héros ou au contraire si vous êtes un super-vilain. Ce qui, encore une fois, est un reflet de notre société et des questions qu'on peut se poser à partir des choix moraux. Pour faire encore un point sur Superman, parce que maintenant vous le savez, je suis quand même dans une mouvance assez extrême là-dessus. Superman, par exemple, ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un personnage qui a tous les super pouvoirs. Et dans mon comics préféré, qui est Paix sur Terre, donc Peace on Earth, on voit qu'il essaye de vaincre la faim dans le monde. Donc il se dit, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des cargos de nourriture et je vais les emmener dans les pays qui ont besoin de nourriture. Donc en tant que lecteur, on se dit, ouais, quelle bonne idée en fait. Forcément, ça va pouvoir régler les problématiques de faim dans le monde. Et ce qu'on voit en fait, c'est que Superman, il se retrouve face à des problématiques sociétales qu'il lui-même n'avait pas envisagées. Il se retrouve face à des pays qui disent, en fait, c'est pas à vous de gérer les problèmes qu'il y a dans notre pays. Il se retrouve face à des gens qui n'ont pas envie de son aide, simplement. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se rendre compte que malgré qu'on ait tous les super pouvoirs du monde, parfois il y a des choses qui nous ramènent à une problématique humaine, qui a des problèmes qu'on ne peut simplement pas régler, parce qu'on n'est pas en mesure de le faire. Et encore une fois, ça nous permet de concevoir, en tout cas de s'imaginer comment, à travers les yeux d'un auteur, on peut transmettre un message. Souvent, on a tendance à penser les super-héros, c'est un divertissement pour enfants. Ça date des années 50, avec cette période de censure dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui est totalement faux, parce que finalement, dans le monde du comics, bien avant les super-héros, on a des comics érotiques, on a des comics de crime, on a des comics underground, comme ça s'appelait, et pour le coup, c'était pas destiné aux enfants. Donc la prochaine fois que vous lisez un comics, essayez de comprendre les valeurs morales qui sont transmises derrière, vous penserez à moi, et je vous encourage évidemment à lire Superman. Et je vais passer la parole à mon collègue qui va peut-être vous dire que finalement ce type en collant là, cet alien du Kentucky n'est pas le meilleur, mais bien sûr, je vous invite à repenser à tout ce que je vous ai dit, parce que vous le savez maintenant, c'est vraiment le meilleur pour le coup. Oui, bon, alors, comment passer après un discours aussi exhaustif sur l'histoire des super-héros et non, effectivement, Superman n'est pas le meilleur super-héros, je trouve. Je préfère les vilains, ils sont vachement plus intéressants, ils ont plus de relief. Comment aborder ça ? Alors moi, je suis plutôt le miroir de la réalité. Je suis vraiment l'éponge de la société et je la restitue au travers du dessin. Ça, c'est effectivement plutôt mon travail. Et ce qui est effectivement intéressant dans ce parcours et dans le fait de se dire que on s'adapte à la société dans laquelle on vit. Moi, j'ai une carrière qui n'est pas extrêmement longue. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que je fais ça. Et je vois que ce que je faisais il y a 15 ans, je peux déjà plus le faire aujourd'hui. Il y a des choses que je faisais il y a 15 ans qu'aujourd'hui, je ne peux plus faire. Notamment, là, je suis en train d'adapter Parker avec Olivier chez Dupuis. Parker, c'est un roman écrit par Richard Stark entre les années 60 et les années 2000 qui s'insère dans ces époques-là. Parker, c'est quand même un mec dans les années 60 qui est extrêmement misogyne, où il y a un regard sur les femmes qui est extrêmement misogyne aussi, et adapter ça maintenant avec ce regard-là, le public ne serait pas prêt à l'accepter. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus prendre l'œuvre dans son contexte parce que le public n'est plus prêt à accepter que effectivement c'est l'adaptation d'une œuvre qui a été faite dans un contexte et que aujourd'hui contextuellement on est obligé de changer un petit peu les curseurs, de bouger, de modifier un petit peu les personnages, de les adapter à notre époque, tout simplement pour que ce soit plus cohérent avec les goûts du public. Et ça, je pense que je suis pas le seul à le vivre.
En tant que créateur, tu te retrouves comme un miroir inversé de ces choses que tu ne peux plus montrer ou que tu ne peux plus mettre en dessin, que tu ne peux plus représenter. Tout du moins, si on veut se tenir à une adaptation pure et stricto sensu de l'œuvre originale, non, on peut plus. On peut plus. Il y a qu'à voir la cancel culture, tout ce qui a été fait sur des alors moi j'ai parlé plutôt des Disney, mais notamment j'ai revu avec beaucoup de plaisir les Aristochats il n'y a pas très très longtemps. Techniquement, il a été blacklisté de plusieurs catalogues de plateformes de streaming parce que on n'a plus ce regard quelque part de se dire attention, une œuvre, il faut la voir aussi avec le contexte dans lequel c'est sorti. Ce qu'on fait aujourd'hui sera peut-être détesté demain. Ça aussi, il faut le voir. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de problématiques aujourd'hui qu'on trouve tout à fait normales et d'inclusivité qui est normale aussi, mais qui demain seront peut-être aussi très vite datées et plus vraiment acceptées dans la société. Donc c'est vrai que la question, il ne faut pas se la poser par rapport à l'instant T, mais par rapport à un fil, je pense, historique continu. Et se dire quel regard on porte sur la création et quelle liberté on laisse aussi à une œuvre dans une temporalité. Au moment où tu choisis tes sujets justement en rapport avec des problématiques sociales ou des choses qu'on peut dire ou pas dire ou des thématiques qu'on peut traiter ou aborder ou selon tel, ton travail créatif en tant que tel et dans le rapport que tu peux aussi avoir avec ton éditeur et j'allais dire éventuellement aussi avec ton lectorat, comment ça influence ton travail au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose qui est conscient, conscientisé ou plutôt dont tu te rends compte a posteriori? Alors, ça soulève des questions, des questions à plusieurs facteurs et des facteurs qui sont compliqués. C'est-à-dire que les sujets qu'on propose, on n'en propose pas 50 parce que la production d'un album, c'est 2 ans. Enfin, dans mon cas, c'est 2 ans. Donc, on choisit un sujet et on reste dessus. Donc, on n'a pas 50 000 choix à faire, le dossier accepté ou pas. La question du public, c'est une question qui est très, très lointaine. Parce que c'est 2 ans de production, encore une fois, plus le délai après la fin de la production de la sortie de l'album, où il y a 5-6 mois encore, donc on est à 2 ans et demi. Le public, on n'est pas prêt de le rencontrer. Donc c'est vrai qu'on est obligé d'anticiper des fois des choses, et puis il y a des facteurs qu'on ne peut pas anticiper, comme le Covid. Hein. Avec Olivier, on l'avait très bien vécu sur Sweet Home, vu que l'album devait sortir en avril 2020. Ça a été un succès. Donc oui, il y a tout un tas de choses. Et puis voilà, effectivement aussi même le Covid. Le Covid a modifié énormément de choses dans la façon dont on exprime ça s'est vu dans les séries télé, tout le monde était masqué, cette inclusion de ce truc, cet épiphénomène dans le temps, parce que ça a été très très court en fait. Il y avait une troisième partie à ta question. Ouais, moi aussi. Donc oui. Je pense que faire du négationnisme, c'est pas une bonne idée. C'est dire ça, non, ça n'a pas lieu d'exister parce que ça offense. Non, il faut voir que ça fait partie de notre histoire. Il ne faut pas oublier ça et se dire oui, on a eu ce propos-là à ce moment-là sur telle population. C'est pas bien, on est d'accord. Mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier ce qui s'est passé. Ça, c'est inconcevable. C'est se limiter la pensée au prix de la bien-pensance, quoi. À mon sens, c'est un non-sens, justement. À ce moment-là, c'est plus souple pour le film. Alors après, je suis pas le seul pour répondre aussi, mais est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas plus une peur entre guillemets d'éditeur de pas trouver ensuite son public, enfin de cible commerciale, plutôt qu'en fait, une peur que le public le comprenne pas, parce que par exemple, Lovecraft est toujours édité aujourd'hui et se vend toujours très bien, quand bien même on sait que l'auteur est lui-même plutôt puant. C'est pas le seul. Ça n'en reste pas moins c'est surtout de bonne littérature. C'est surtout parce qu'il est mort qu'il est puant. Oui, il y a ça aussi. Mais ou même J'essaie de mettre un peu de fun. Là. Ou même des choses contemporaines. Enfin, je prends par exemple, alors on va passer sur de la télévision, mais par exemple Mad Men ou BoJack Horseman qui présentent des personnages qui sont sexistes, misogynes, qui ont plusieurs tares et tout ça. Et pour autant, la distance critique, le public est capable en fait de le recevoir. Oui, mais c'est présenté sous un axe justement sarcastique. Alors que là, c'était dans un. Alors Mad Men, je sais pas, mais Horseman BoJack, il y a quand même le côté sarcasme qui est extrêmement fort dans la série. Alors que les œuvres dont on parle, c'était vraiment dans le contexte et c'était extrêmement sérieux par rapport à tout ça. Tintin, on en parlait, Tintin au Congo, c'est pareil. Quand on le revoit avec un œil contemporain. Oui, a raison. C'est limite. C'est mon tour.
Je pense que on a parlé de l'éditeur et justement, est-ce que tu aurais loupé J.K. Rowling et Superman en tant qu'éditeur? Non. Probablement. Alors non, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites par mes confrères si présents, consoeurs et confrères, et toi-même, hein, et le public aussi. Donc je vais essayer d'être un peu synthétique. Les comics ont-ils une influence sur le monde contemporain ou sur le monde dans lequel ils sont édités, publiés, sortent, ou inversement? Comme le disait Lolita très bien, il y a un impact immédiat de l'actualité aux États-Unis en particulier, puisque le comics vient des États-Unis, sur le destin des super-héros, ou en tout cas des personnages de comics américains, pas que de super-héros d'ailleurs. Donc, dans les années de guerre, Captain America qui va se battre contre les nazis, contre Hitler, etc., c'est tout simplement de la propagande. C'est une manière pour les États-Unis de défendre un certain nombre de valeurs et de faire de leur territoire le champion de la lutte contre le nazisme. On va retrouver ça tout au long de l'histoire des États-Unis. Bon, sauf que Captain America, dans les années 50, il est plutôt anti-communiste et va servir de héros avec un H et un E, et pas héros AUT, du macartisme, enfin de la lutte contre les communistes, etc., etc. Ce que moi je note et qui est très intéressant, c'est le public qu'on a aujourd'hui. Ça fait un certain nombre d'années que je fais ce genre d'intervention et je vois qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, donc je vous remercie, parce que ça veut dire que les mentalités changent, ça veut dire que la perception de ce qu'est le comics américain évolue aussi, et c'est directement en lien avec ce qu'on propose dans les comics américains. Parce que, alors moi j'ai eu la chance d'éditer un bouquin que j'adore, qui s'appelle Beach Planet. Je l'ai d'ailleurs vu là à la bibliothèque, donc je vous invite à l'emprunter. Parce que je dirais pour moi c'est une œuvre assez cardinale dans ce qu'est le mouvement MeToo aux États-Unis et qui a contribué très largement à rendre accessible des librairies enfumées, un peu sales, avec des garçons un peu boutonneux et qui vivaient dans une espèce d'autarcie masculine, de pouvoir permettre à des femmes de venir découvrir ce qu'était le comics et d'aimer ça et de participer à la vie de ce médium-là. Et sauf que moi, je l'ai sorti 2 ans trop tôt, puisque le mouvement MeToo est arrivé après, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est pour moi un lien direct avec l'évolution du lectorat, avec la manière dont on peut, en tant qu'éditeur, aussi transmettre des choses, transmettre des valeurs, essayer de faire comprendre que justement le comics n'est pas qu'un monde masculin, même s'il est très largement quand même d'un lectorat masculin, et de pouvoir permettre à des jeunes femmes ou même des femmes plus âgées de se dire tiens, après tout, moi aussi je peux en lire du comics, c'est pas réservé aux garçons. Donc déjà pour moi c'est un énorme pas en avant et qui est à l'échelle de ce qu'est le comics en termes de datation, vous l'avez là, extrêmement récent finalement. La cancel culture, c'est quelque chose de complexe parce que je ne sais pas si ça existe vraiment en réalité, la cancel culture. J'ai l'impression qu'il y a des débats qui sont politiques, qui sont sociaux, qui sont liés à une intégration de communautés, ou en tout cas au fait de faire reconnaître des communautés qui aujourd'hui sont restées très longtemps invisibilisées, ce qui est le cas des femmes d'ailleurs. Et donc, pour moi, c'est un sujet extrêmement délicat. Je ne suis pas assez capé pour pouvoir vous donner une réponse universitaire sur le sujet. Mais je pense, pour l'avoir vécu en tant qu'éditeur et continuer de le vivre en tant qu'éditeur, que c'est au travers de bouquins qu'on peut aussi éclairer un peu les mentalités, faire comprendre que effectivement, l'homosexualité, c'est pas une maladie. Moi, quand j'étais gamin, donc j'ai bientôt 60 ans pour info. Donc j'ai grandi dans les années 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 2030, j'espère. Et donc, ça évolue tout ça. Et le comics, c'est un miroir de l'évolution de la société parce que le comics s'intéresse à la condition, au départ, des ados
époque de changement. On parlait de Spider-Man, Peter Parker tout à l'heure. Peter Parker, cet ado un peu mal dans sa peau, qui vit avec sa tante May à Chelsea, à New York. Et effectivement, Gwen Stacy, c'est un peu inatteignable pour lui. Mais ça permet à tous les mômes, dont moi à l'époque, de me dire, tiens, ça peut être moi. Et je crois que c'est ce qui fait un peu la différence entre, en tout cas faisait, peut-être moins maintenant, la différence entre Marvel d'un côté et DC Comics de l'autre. Donc si vous ne savez pas, Marvel, c'est le MCU au cinéma, c'est Captain America, Iron Man, Captain Marvel, etc., Thor. Et DC, c'est Spider-Man, voilà, Spider-Man. DC, c'est Superman, Batman, Wonder Woman, j'en parlais tout à l'heure. Sauf que l'univers DC en comics, ce ne sont que des villes imaginaires. C'est-à-dire que Metropolis, désolé de vous l'apprendre, ça n'existe pas. Gotham City non plus. Star City, Central City, tout ça, ça n'existe pas. Ce qui fait que, pour moi, ça a créé une espèce de distance entre le lecteur, qui voyait plutôt ça comme des personnages mythiques, inatteignables. Jamais je pourrais être Batman, puisque j'habite pas à Gotham City. Peter Parker, il habite à New York. Et non, je suis pas millionnaire, j'ai peu de chance de l'être. Bruce Wayne, il habite à Gotham City. Personne n'habite à Gotham City. Ça n'existe pas, même si c'est une sorte de miroir d'une partie de New York. Donc ça crée une distance. Et en fait, ce que Marvel a fait dans les années 60, avec Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, enfin tous les grands auteurs qui ont contribué à la création de ces personnages, ou alors le fait de les avoir recréés dans les années 60, parce que Captain America, c'est un personnage des années de guerre, de 40. Et quand il réapparaît dans un numéro d'Avengers, il a été congelé, etc. Ça, on l'a un peu vu aussi au cinéma. C'est une manière de faire identifier ces personnages aux lecteurs et aux lectrices. Peu de lectrices à l'époque, mais beaucoup de lectrices aujourd'hui. J'en suis vraiment très heureux. Et donc, le comics, c'est le miroir de la société américaine, en fait. Et avec l'évolution des moyens de communication, la globalisation des échanges, le comics, c'est aussi le miroir de beaucoup de gens différents. Les États-Unis, c'est le pays du melting pot, New York en particulier, avec énormément de communautés. Je pense, par exemple, aux Italiens, aux Chinois, Chinatown, aux Cubains. C'est probablement la ville la plus cosmopolite du monde, New York. Bien plus que Paris. D'ailleurs, on peut manger n'importe quoi à New York de n'importe quel pays, ce qui n'est pas le cas dans notre capitale. Et moins à Lyon, hein, désolé, hein, mais moins à Lyon encore. Donc, je suis bavard à mon tour, hein, j'ai le droit. Hein. Et donc, c'est ce que j'ai vu évoluer, et pour parler de cette espèce de miroir sociétal, c'est qu'en fait, on a vu apparaître progressivement des super-héros portoricains. Par exemple, White Tiger, dans sa première incarnation, c'était un jeune homme portoricain. Donc, c'est aussi une manière de représenter. Le comics fait de la représentation des communautés qui habitent, qui vivent aux États-Unis, et même en Europe ou dans d'autres pays étrangers. Shang-Chi, par exemple, qui est d'origine chinoise. C'est un personnage qui a été développé dans les années 60-70, enfin plutôt 70 aux États-Unis, et qui fait un film assez mauvais d'ailleurs, c'est pas de sa faute, mais et donc le comics a toujours comme ça suivi à la fois l'actualité, donc effectivement les phases de guerre, la guerre froide en particulier, pas toujours très heureux d'ailleurs, et aussi les gens qui peuplent le pays. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est de voir à quel point l'homosexualité a été ostracisée dans le comics américain, parce qu'on n'en parlait pas. Donc à mon époque, je vous l'ai dit, et c'est vrai, hein, c'était considéré comme une maladie. C'est une réalité. Moi, quand j'ai grandi, être homosexuel, c'était être malade. Donc j'ai compris après que c'était pas vrai. Mais c'est quelque chose qui aujourd'hui, il faudrait, comme le disait Kieran, recontextualiser pour pouvoir ressortir un bouquin, que ce soit une adaptation stricto sensu de Parker de 1969. Il faut l'expliquer, il faut la mettre en perspective de qu'est-ce qu'était cette époque, pourquoi c'était le courant de pensée, ou Donald Draper dans Mad Men, puisque moi aussi j'ai vu la série. Effectivement, c'est un sale connard, mais c'est un sale connard qui traverse une Amérique qui va de la fin des années 50 aux fin des années 70.
Donc forcément, le mec, il n'a pas la valeur que nous avons aujourd'hui, heureusement. Enfin, heureusement pour nous, pas pour lui. Mais je ne sais pas trop où je vais dans ce texte long. Donc non, je voulais juste dire que, en effet, le comics, c'est un reflet de la société. Ça a été un reflet de la société américaine pendant très longtemps, dans ce qu'elle avait de propagandiste pendant une grande partie de son histoire, pour devenir plutôt le témoignage, au fil du temps, de ce qu'était la société américaine, dans sa mixité, dans sa variété, dans sa diversité. Et maintenant, on a par exemple le DC Pride qui propose des histoires réalisées par des personnes de la communauté LGBTQ. On a ça aussi chez Marvel. Ça a été un tournant qui a permis de mettre en avant tout simplement des communautés qui avaient été invisibilisées, ostracisées pendant des années. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas ça parce qu'ils disent « ouais, mais maintenant, il n'y a que ça, etc., etc. » Mais il y avait tellement rien avant que c'est un peu normal qu'il y en ait un peu beaucoup aujourd'hui, je trouve. Et c'est vrai que donc moi qui vais avoir l'année prochaine 60 ans, je trouve ça normal en fait, parce que ça permet de marteler un discours que les gens vont forcément à un moment donné comprendre. Et voilà, donc prenez Beach Planet, vous allez voir, c'est vraiment bien. Donc Parker, parlons un peu de Parker, parce que... Pardon. C'était juste pour revenir au tout début de ce que vous avez dit. En tant qu'éditeur, justement, à propos de Beach Planet, est-ce que ça a un intérêt de, par exemple, maintenant que MeToo est passé, de le rééditer ou de rééditer d'anciens comics comme ça qui vont avec ce qui se passe actuellement? Alors oui, mais je ne suis plus chez Glénat. Et à ma connaissance, le titre est toujours chez Glénat. Donc oui, enfin, il y a plein d'autres bouquins en fait. Donc après, c'est une question aussi de spécificité ou, comme disent les esprits marketing, d'ADN de maison d'édition ou de collection. Moi, j'aime pas trop ce terme, mais c'est employé à tour de bras. Il faut trouver l'écrin pour pouvoir le publier, tout simplement, mais évidemment. Je pense qu'il y a Bliss Comics qui a sorti, par exemple, Love is Love. Je vous invite aussi à découvrir ce bouquin, qui est un collectif de plein d'auteurs et d'autrices différents qui proposent des récits, justement, sur la tolérance, sur la compréhension, sur la désinvisibilisation. Et donc, oui, enfin, évidemment qu'il faut le faire, il faut continuer à publier des bouquins comme ça. C'est pas parce qu'il y en a un qui est sorti 2 ans trop tôt qu'il faut se dire c'est 2 ans trop tard. Parker. Tu veux parler de Parker? J'ai 1000 questions, mais... T'as droit à une. Mais vu que j'ai l'impression que vos interventions respectives font réagir le public, je vais essayer justement de m'invisibiliser et de parler le public. Je pense que c'est aussi l'intérêt de cette table ronde. Et Parker, il est ici. Et mes questions, je les garde en réserve, si on a le temps de les poser. Mais elles ne sont pas prioritaires. Alors, j'avais une petite remarque. Alors, on parle tout le temps d'inclusivité, de reflet de la société, mais avec les comics, il y a déjà un truc qui est mort dès le départ, c'est que les mecs ils sont tous gaulés comme des dieux, grecs, et que les femmes, elles sont toutes Margot Robbie et Gisele Bündchen. Donc déjà, voilà. Ensuite, il y a d'autres choses, c'est-à-dire la moitié, ils sont tous plus riches qu'Elon Musk, Bruce Wayne, Tony Stark, etc. Ou alors plus intelligents que je ne sais pas qui, que Einstein, c'est-à-dire Fred Richards, le plus grand savant de l'univers, et Hank Pym, qui est le plus grand biochimiste de tous les temps. Voilà. À ma connaissance, il y a juste une seule équipe, c'est les Vengeurs des Grands Lacs, qui ressemblent tous à des gens plus ou moins normaux. Mais honnêtement, la série, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, voilà, comme par magie. Donc, est-ce que moi, personnellement, j'ai envie de lire des comics avec des gens qui ressemblent, qui sont bedonnants, etc. Je ne pense pas. Voilà.
Alors, moi, j'aime beaucoup cette question parce que figurez-vous, quand je rédigeais ma thèse, je me suis posé la même que vous. Je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui nous amène à penser que tous les héros doivent être musclés, balèzes, etc. Au-delà du combat physique, hein, parce que c'est souvent ça qui est mis en scène pour nous montrer leur toute-puissance, moi, je me suis rapproché un peu de ce qu'on pensait des héros grecs. Parce que chez les héros grecs, on a ce qu'on appelle le kalos kagatos, qui est qu'est-ce que c'est finalement d'être un héros. Donc, chez les Grecs, on a cette question de beauté physique. On les représente toujours très musclés, très balèzes, mais il y a aussi cette question de morale qui est derrière, parce qu'un héros grec, c'est aussi quelqu'un de très intelligent. Et ça rejoint un petit peu ce que vous dites. J'aime cette question parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup, surtout dans les premiers âges des comics, où on représentait effectivement des personnages, donc soit très bodybuildés pour les hommes, ou alors des sexualités très mises en avant pour les femmes, hein, des personnages très sexualisés, j'entends par là. C'est quelque chose qui tend à changer. Mais asexué. Alors, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'à la base, quand des créateurs de comics se sont dit on va commencer à mettre des femmes, à la base, le projet, c'était d'aller chercher un public féminin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en les sexualisant trop, ça a éloigné le public féminin, ça a renforcé le public masculin autour de ça. Donc, ça permet aussi de rebondir sur ce qu'on a vu sur ce côté éloignement du public. Pour autant, aujourd'hui, ça tend à changer cette question-là, parce qu'on a envie de représenter des super-héros qui nous ressemblent encore plus, j'entends, parce que, encore une fois, la question d'identification, elle se fait à travers chaque personnage. Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on a tous un personnage préféré dans la salle, et c'est pas forcément le même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va tous avoir une identification différente à tous ces personnages-là. Aujourd'hui, c'est de l'indépendant pour le coup. Je vous encourage à vous renseigner sur Face. C'est une super-héroïne qui est en surpoids et pour autant, c'est une super-héroïne qui vole, qui est très badass, etc. Et on a aussi toutes ces autres formes de représentation. Il y a aussi beaucoup de travail sur ça, sur le multivers, parce qu'on va prendre un personnage et, comme vous le savez maintenant, les super-héros, ça commence en 38, donc on a plus de 80 ans d'histoire, et souvent on va reprendre le même personnage et on va le réécrire, avec plein d'auteurs différents qui vont réécrire autour du même personnage, ce qui fait qu'on va utiliser facilement, scénaristiquement c'est facile, on va prendre le multivers et on va dire, on va prendre ce personnage et on va en faire plein de variantes différentes. Ce qui fait qu'on va avoir un Thor qui va être une femme, on va avoir un Thor qui va être une grenouille par exemple, et ça nous permet finalement de créer cette espèce de métamorphose autour des personnages. Ce qui fait que finalement, si les valeurs d'un personnage nous intéressent, et on pourra toujours trouver une version qui va nous intéresser encore plus, autour de laquelle on va s'identifier encore plus. Et finalement, cette notion, un petit peu comme on avait chez les Grecs, du super-héros dans sa toute-puissance, c'est quelque chose qui tend à être cassé. Parce que l'objectif, justement, c'est que les super-héros nous ressemblent à chacun d'entre nous. Alors si on est plus maigre et boutonneux, on va penser à Steve Rogers, donc Captain America avant qu'il ait son super sérum, ou alors à Peter Parker. Si, par exemple, je sais pas, moi, on se sent un peu exclu de la société, on peut penser à Diablo des X-Men. Au-delà de ça, tout à l'heure, mes confrères le disaient très justement, quand on parle de diversité, moi c'est vrai que j'aime bien vous présenter Superman parce que c'est un mec qui vient d'une autre planète, qui essaye de s'intégrer aux États-Unis et c'est compliqué pour lui, mais on a tous les X-Men en fait qui reposent sur la même tendance. C'est des gens qui sont différents, c'est des mutants et du coup leur objectif c'est d'arriver à s'insérer dans cette société. Des parias. Des parias, tout à fait, qui sont mal vus dans la société. Aujourd'hui, vous avez, donc ça vient d'un comics aussi, mais il y a une super série que je vous encourage à regarder sur Netflix, c'est Sweet Tooth, qui est un peu sur cette thématique aussi. C'est adapté d'un comics. Oui, voilà, c'est ça. Ça vient à l'origine d'un comics. Et donc, je vous encourage à regarder un petit peu, à vous renseigner là-dessus. On a cette même dynamique d'acceptation de l'autre. Et finalement, ce combat-là, c'est le combat un petit peu des auteurs. Parce que, encore une fois, remettez-vous dans le contexte. Il y a beaucoup d'auteurs qui arrivent surtout au début dans le monde des super-héros qui sont de confession juive. Ce qui fait qu'ils arrivent dans un monde où c'est la Seconde Guerre mondiale. Et donc, du coup, ce qu'ils ont envie, c'est de transmettre des valeurs humanistes à ces personnages parce qu'eux-mêmes ont besoin, en fait, de faire ce témoignage-là. Ce qui fait que finalement, les super-héros, ils nous transmettent des messages parce que les gens qui les écrivent ont aussi besoin de transmettre ces messages-là. Et c'est la chance qu'on a, c'est qu'ils ont cette liberté d'expression qui n'est pas forcément celle de la presse, en tout cas, au moment où ils parlent. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir aussi, qu'on a dit tout à l'heure. Sur cette notion d'évolution historique, j'aime bien donner cet exemple parce que souvent ça parle au public. Forcément, si vous avez vu, ça va vous parler. Quand on regarde le premier comics d'Iron Man, quand on présente son origin story, c'est la même que dans le film. Pour ceux qui ont vu le film, c'est exactement la même chose, à la différence que les gens qui le kidnappent sont des communistes. Et quand on regarde le film, les gens qui le kidnappent sont des talibans. Parce que finalement, ce qu'on veut transmettre, c'est le même message, sauf qu'en fait, on va adapter les ennemis de l'Amérique. C'est ça aussi qui fait cette espèce de fil conducteur où on va réadapter des événements sociaux à ce qui se passe dans les comics. C'est exactement le même exemple avec James Bond. Ah, okay. Là, pour le on coup, a exactement le même parallèle avec James Bond sur la question de l'actualisation des ennemis en fonction et de la menace. Et de la menace. D'ailleurs, on est en train de voir qu'on est en train de retendre vers des thématiques plus liées au bloc de l'Est. On revient vers des Chinois et Russes, ce genre de choses-là. Moi, je voulais rebondir juste sur la question des canons de beauté dans
dans les super-héros. Alors, il n'y a pas que les super-héros, il y a les héros tout court aussi. Moi, je pense notamment au cas de Marv dans Sin City. C'est l'anti-héros absolu. On a aussi Hellboy. Hellboy qui est quand même un physique de gorille, mi-humain, enfin, on est sur du super-héros à contre-emploi. La problématique, encore une fois, c'est comment le spectateur va s'identifier à ces personnes-là. C'est toujours ça, le curseur qui est très, très difficile à placer. C'est que, et aussi par rapport au dieu grec, c'est-à-dire qu'au travers dans l'interprétation grecque de la beauté physique, c'était les valeurs morales qui transparaissaient à travers cette beauté-là. C'était un raccourci, un biais narratif qui faisait à l'époque, qui évidemment n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Voilà, c'était pour rebondir là-dessus. Et puis, je pense que l'exemple le plus frappant, et je pense qu'il est aussi disponible à la bibliothèque là, d'un monde de super-héros complètement ancré dans la réalité, c'est les Watchmen d'Alan Moore et de Dave Gibbons. Voilà un groupe particulier où bien malin qui saura définir la frontière entre le bien et le mal. The Boys aussi, en version plus moderne. Plus récemment, il y a The Boys il y a eu qui a donné The Authority aussi. Authority, bien sûr, qui partent. En fait, tout ça, ça part d'Alan Moore et de Watchmen, hein, quand on réfléchit un petit peu. S'il n'y avait pas eu Alan Moore, je pense que le monde du comics américain, sachant que lui, il est anglais, serait bien différent aujourd'hui. Enfin, peut-être pas. On le saura jamais, en fait. Mais par rapport à la question de la beauté, du côté bodybuildé, des nanas super sexualisées, je suis complètement d'accord avec vous. Sauf que, déjà, encore une fois, il faut recontextualiser par rapport à la création de ces personnages. Je le disais tout à l'heure, l'une des premières super-héroïnes, c'est Invisible Woman. Enfin, je veux dire, c'est clair. C'est-à-dire qu'elle est le faire-valoir féminin dans un groupe de 4 des 4 fantastiques. Et elle, son pouvoir, c'est d'être invisible. Enfin, je sais pas s'il vous faut une démonstration plus flagrante de l'époque que ça. Alors, elle est forte. Bon, elle s'appelait Jane à l'époque où je disais ça quand j'étais gamin. C'est devenu Sue après, puisqu'ils ont finalement pris son prénom américain. Parce que Sue, à l'époque, dans les années 60, ça parlait à personne. Hein. Johnny Storm, ça claque plus, quoi. C'était avant l'arrivée de Dallas. Voilà, il n'y a pas Sue Ellen encore. C'est vrai que c'était avant l'arrivée de Dallas. Donc il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit qui sont très intéressantes, je trouve. D'une part, la sexualisation des femmes. Pendant très longtemps, jusqu'aux années mi-90, début 2000, il y avait donc c'est récent tout ça. Il y avait Marvel, mais d'autres maisons d'édition faisaient ça aussi. Ils appelaient ça des swimsuit special. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? C'était juste des comics où il y avait des illustrations avec des auteurs différents, des stars, hein, genre Jim Lee, Todd McFarlane, etc. Et qui présentaient des super-héroïnes en maillot de bain, en bikini. Ça serait presque japonais comme façon de voir le truc. truc. Complètement. Et en fait, moi, j'étais libraire à l'époque, j'en vendais des caisses et j'étais un peu gêné parce que je me suis dit, mais vous n'allez pas lire une histoire, vous allez juste mater des nanas, acheter Playboy à la limite. Ça, pour moi, ça faisait plus sens parce qu'au moins, ce sont des femmes réelles, a priori, qu'il y a dans Playboy. Et donc, le départ de tout ça, c'est quoi? C'est les dieux grecs, c'est le pouvoir. Donc forcément, on se rapproche des dieux de l'Olympe. D'ailleurs, largement repris dans la mythologie des comics, hein, que ce soit chez Marvel ou chez DC. Sans parler d'Asgard, etc., etc. Donc il y a une représentation du héros qui a toujours été comme ça en fait. C'est pas lié aux comics, c'est lié à la culture au sens large. Et donc, est-ce que vous avez envie de vous identifier au Blob, par exemple, des X-Men, ou plutôt à Cyclops ou Magneto? Il y a le côté déique, tout simplement, du ouais, héros c'est ça. qui a la perfection. Il y a une sorte de modèle de perfection, etc. Et la perfection, elle est à la fois morale et physique. Sauf que ce qui est intéressant dans l'évolution de ces personnages, vous parliez d'Hank Pym, par exemple, ou de Tony Stark. Là, on parlait de Demon in the Bottle, donc ces épisodes où Tony Stark est super alcoolo. D'ailleurs, il a toujours été alcoolo, hein, Tony Stark. Ça a été bien représenté dans les films aussi.
Et bon, ça c'est Ça, c'était gratuit. ça c'est un autre débat, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant pour moi, c'est justement quand ces personnages deviennent en rupture. Justement, il y a toute l'école anglaise. Je parlais d'Alan Moore, mais après il y a eu Neil Gaiman, Grant Morrison, tous ces auteurs-là qui ont une culture autre, même si la langue est commune, que les Américains, et qui ont apporté des fractures chez ces personnages-là, parce qu'elles étaient plus un témoignage d'époques de changement, comme les années 80, puisque c'est vraiment au milieu des années 80 que sont nées ces variations de personnages. Chez Batman, c'est Frank Miller, par exemple, avec The Dark Knight Returns. Ça a été un point de rupture d'un personnage très emblématique, etc., avec un côté très dark, très sombre. Ou Batman The Killing Joke d'Alan Moore, qui apporte aussi un contrepoint de ce que pourraient être les origines du Joker. Donc pareil, c'est une œuvre absolument formidable. Pour revenir à Frank Miller, moi je vous invite aussi à lire, si vous ne l'avez jamais fait, ces épisodes de Daredevil, et en particulier la saga Born Again, qui là pour le coup font chuter le personnage jusque dans le caniveau. Donc ça va sortir sur Disney+, si j'ai bien suivi, en suite de la série Netflix de Daredevil. Comment ? On verra si ça n'a rien à voir, mais en tout cas ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est la déconstruction des personnages. C'est qu'on a beau être, comme vous le disiez, super intelligent, le meilleur biochimiste ou le plus grand informaticien ou le plus beau gosse, etc. Il y a toujours une fracture, il y a toujours un truc qui se passe dans ces univers-là. Et c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est la déconstruction de ces personnages-là et de ce côté mythe et mythologique. Ou même sur la reconstruction de personnages, notamment, on parlait là un des derniers arcs de Batman, The White Knight et The Curse of the White Knight, où Batman se fait complètement avoir par tous les personnages féminins de l'univers DC, les deux Harley Quinn, et en plus en background il y avait le côté politique du Joker redevenu saint d'esprit qui rentre en campagne politique contre Batman pour montrer tous les méfaits des actions de Batman sur la société, tous les dégâts qu'il cause, les blessés, la facture infernale qu'il laisse à chaque fois qu'il fait des courses-poursuites, parce qu'avec sa Batmobile, il passe sur des toits, il détruit des immeubles, il lance des roquettes en pleine ville. Enfin, des choses qui sont très, 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 très contemporaines, justement, et qui ramènent une nouvelle lecture d'un personnage qui est très ancien, qui devrait même être mort, parce que 80 ans, Batman, quand même, 80 ans de bons et loyaux service, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Hein. Voilà. La question. Oui. Ouais, en fait, je fais des super vannes, mais j'essaie qu'elles soient pas enregistrées pour garder un peu de crédibilité derrière. Non, c'était des vannes. Tout à l'heure, je vous disais, oui, Daredevil qui tombe dans le caniveau. Bon, bah, le type est aveugle, alors bon, ça tombe sous le sens. Voilà. Je vous fais profiter un peu quand même. Non, il fallait que ce soit immortalisé. Non, sur la question de l'identification et la question du miroir, la question que ça soulève, me semble-t-il, c'est qu'on ne s'identifie pas à ces personnages justement parce qu'ils sont bodybuildés. Ils nous intéressent parce qu'on les trouve beaux et qu'on aimerait bien être aussi beaux qu'eux. Mais ce qui fait qu'on s'y accroche, me semble-t-il, en tout cas, moi, là, je témoigne d'une expérience de lecteur, c'est précisément ces failles-là. C'est-à-dire précisément le fait qu'ils sont imparfaits, un peu comme les dieux grecs d'ailleurs, puisque les dieux grecs étaient loin d'être parfaits. Au-delà de la perfection physique, ils avaient tendance à se bouffer les uns les autres, ils avaient tendance à se faire plutôt des sales coups, et c'est précisément ce qui les rendait fondamentalement humains. Mais sur la question pour revenir à la thématique des comics comme miroir à la société, c'est pas tant, me semble-t-il, le fait que, évidemment, on peut difficilement s'identifier à des miroirs, ou alors le miroir est assez déformant. En tout cas, quand je me regarde, j'aime beaucoup Gambit, mais j'ai pas l'impression que je ressemble des masses. Et c'est finalement pas ça qui fait que je m'attache au personnage. Mais par rapport à cette notion de miroir, de problématique, on va dire sociétale, j'aimerais avoir un peu l'éclairage justement d'un projet comme Parker 1969, et justement de la manière dont on construit un projet éditorial en fonction de différentes contraintes, qui sont à la fois des contraintes commercial, puisqu'il s'agit effectivement en tant qu'éditeur de porter des projets qui sont supposés rencontrer un lectorat, qui vont financer le projet ou d'autres projets ensuite, mais de ce qu'on y met dedans aussi en termes de ce qu'on essaie de faire passer au-delà du lectorat qu'on essaie de toucher, de messages ou de combats ou de discours et de portée un peu critique, par exemple, de ce qui a pu être fait dans les années 80 autour de projets comme Alan Moore. Comment un éditeur aujourd'hui se positionnerait par rapport à ce type de projet-là et comment on trouve l'équilibre finalement entre rencontrer son lectorat,
des impératifs, une fois encore, qui sont entre autres commerciaux, mais pas que, mais aussi d'avoir une production et une œuvre culturelle qui fasse date, ou en tout cas qui fasse résonance et qui puisse porter un type de regard peut-être un peu en décalé, tout en ayant la possibilité de toucher son lectorat. Si la Là, question il est pas y a claire. à peu près 24 questions. Ouais, c'est ça. Donc, on va essayer de répondre puisque ça concerne Parker. Enfin, en tout cas, ton exemple est celui de Parker. Juste, je voudrais rappeler des fondamentaux de l'édition. Donc, un éditeur, c'est un industriel. La bande dessinée, c'est un monde professionnel. C'est un monde qui est gouverné par le capitalisme. Donc, on fait de la bande dessinée parce qu'on s'inscrit dans un mode industriel. Et donc, évidemment, qu'on veut vendre de la bande dessinée. Après, je dirais humblement, j'ai envie de faire des bouquins qui me plaisent. Et qui, je l'espère, c'est un pari à chaque fois, vont aussi plaire au public, aux lectrices et aux lecteurs. Donc les choix pour essayer de répondre un peu à tout ça, les choix que je fais moi pour décider d'éditer un livre au sein de la maison d'édition qui me paye, c'est quasiment à 100% toujours lié à des rencontres avec des personnes. Parce que je cherche pas l'opportunité commerciale, je cherche le projet. Et l'idée, c'est de prendre un projet et d'en faire, essayer en tout cas, d'en faire un succès. Un succès parce qu'on a envie de faire connaître le travail de ces auteurs ou de ces autrices et de pouvoir communier autour de tout ça. Donc, dans le cas de Parker, quand je suis arrivé chez Dupuis, c'était déjà dans l'air du temps puisque Kieran avait déjà commencé à travailler avec son scénariste Doug Hedline, qui est comme moi un vétéran du monde de l'édition. Donc moi je suis arrivé, ces garçons avaient déjà défini les contours de ce projet, donc j'avais pas grand chose à faire par rapport à ça puisque c'était déjà formidable et ça allait rester. Donc là l'idée c'est et je trouve que Kieran est assez courageux et Doug aussi parce qu'il passe derrière ou inconscient ou inconscient, il passe derrière une célébrité du monde du comics qui s'appelle Darwyn Cooke, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années maintenant, et qui a vraiment mis en avant le personnage de Parker et donc l'œuvre de Richard Stark, qui est l'un des alias de Donald Westlake, puisque le vrai nom de l'auteur de Polar, c'est Donald Westlake, qui, sous la plume de Richard Stark, a donné naissance à Parker. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y a eu plusieurs films autour de ce personnage, dont certains avec Jason Statham, qui sont pas si mal. C'est pas si mal. C'est Jason Statham et on peut pardonner un peu. Et donc là, le challenge était un peu de taille parce qu'effectivement, Darwyn Cooke a vraiment créé une dramaturgie autour de ce personnage avec une ambiance graphique, avec une mise en scène. Et l'idée, c'était pas de copier le travail de Darwyn Cooke, mais plutôt de s'inscrire dans cette logique artistique, graphique, parce qu'elle était quelque part assez parfaite, mais en apportant aussi une sensibilité personnelle, celle de Kieran au dessin, une manière aussi de retranscrire un univers écrit en univers visuel, sans copier, tout en étant dans une sorte de famille graphique du même ordre en fait. Donc là, l'idée, c'est de travailler sur un personnage emblématique de la littérature polar américaine, par extension la pop culture, même si quand Westlake, Richard Stark écrit Parker, je pense qu'il s'en fout un peu de savoir ce qu'est la pop culture. C'est plutôt de raconter une histoire d'un type un peu louche, qui est un braqueur, qui est pas vraiment spécialement agréable, qui est pas spécialement un mec bien, mais qui a un destin comme ça, ou des destins, des histoires qui lui arrivent effectivement entre les années 60 et les années 2000, et période pendant laquelle Richard Stark a fait vivre son personnage.
Donc la question sur de quoi ça parle, je pense que c'est peut-être à Kiran qu'il faut la poser, parce que c'est lui qui est concerné en tant que co-auteur de l'œuvre. Bon, moi je sais aussi, mais je pense qu'il faut un peu lui donner la parole. Hein. Je crois que tu as bien travaillé ton discours commercial dans tous les cas. Voilà, moi je veux juste vendre le bouquin et faire plaisir aux gens qui auront la curiosité d'aller le découvrir en librairie spécialisée. Il y en a des très bonnes à Lyon. Hein. Si vous ne les connaissez pas, je peux vous donner les adresses. Il y en a une qui est pas loin, qui s'appelle Comic Zone. Voilà, notre ami Kader et Laetitia qui s'occupent de la librairie Spé Comics VO. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et en plus, si vous voulez vraiment aller au pire moment, allez-y samedi. C'est le FCBD, le Free Comic Book Day. Vous allez avoir des comics gratuits pour l'achat de je ne sais quoi d'ailleurs. Ça doit être écrit quelque part, mais c'est gratuit et tu en as un peu plus de gratuit. Ouais, c'est gratuit, mais bon, il faut pas donner que du gratuit à des gens qui viennent jamais. Donc, si vous êtes jamais allé, je vous invite à ne pas y aller. Et si vous y allez et que vous voulez un comics gratuit, achetez un bouquin, quoi. Voilà, c'est le minimum qu'il faut faire. Et pour le placement de produits, je pose un message à l'ABU. Dès que Parker sort, il faut l'acquérir très rapidement. En plusieurs exemplaires, parce qu'il y aura de la demande. En plein d'exemplaires. Janvier 2025. Non, pour revenir à Parker, ce qui est surtout ce qui est intéressant dans ce personnage-là, c'est un peu à l'image d'un Tintin. C'est-à-dire que c'est un personnage qui revient avec des histoires qui sont séparées, avec quelques marqueurs, des personnages qui sont récurrents tout au long de l'histoire. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que chaque épisode est un peu comme un des voyages de Simad le marin. C'est que c'est le côté très mauvais marin, enfin très mauvais gangster. Dans le sens, il réussit toujours ses coups, mais il y a toujours un moment où ça foire et il finit toujours plus mal loti que ce qu'il était au départ. Donc c'est cet infini recommencement, un petit peu voilà, à l'instar du personnage de Simbad, qui m'a pas mal plu. C'est vrai que de partir sur cette série, j'avais pas réalisé sur le coup quand Doug m'a proposé, c'était suite à un projet chez un autre éditeur dont je tairai le nom, qui avait foiré, mais qui m'avait permis de rencontrer Doug justement. Et suite à ça, il me propose de reprendre Parker. Je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai entendu ce qu'il me proposait, parce que moi, Parker, Darwin Cook, je les avais chez moi. C'est des trucs que j'ai lus des dizaines et des dizaines de fois. Darwin Cook, en plus, pour les fans de comics, a travaillé sur la série Batman des années 90. Série Batman qui a été, dont tous les designs ont été créés par Bruce Timm, et qui a aussi créé le fameux personnage d'Harley Quinn. Donc il y avait quand même toute une logique dans le monde du comics qui faisait que c'était quand même relativement plaisant de se retrouver là-dedans. Plaisant, oui et non, parce qu'il y avait quand même un passif de Darwin Cook qui avait fait quelque chose d'absolument fabuleux sur l'album, extrêmement graphique. Et la difficulté pour moi était d'essayer de rentrer dans l'histoire sans essayer d'enfiler les pompes de Darwin. Mais en gardant quand même quelques marqueurs pour ceux qui, fans de la série, voudraient quand même retrouver une filiation dans tout ça. Donc l'idée était de garder le côté bichromie, c'est-à-dire un noir, une couleur et du blanc, pour justement faire hommage au travail de Darwin Cook. Et puis aussi dans mon travail de dessin, tout simplement de décomposition du dessin, c'est-à-dire que j'enlève des choses, je dessine mes personnages en entier et puis j'en supprime au fur et à mesure. J'essaie de supprimer le plus de contours possible parce que lui faisait des choses extrêmement ouvertes. Voilà, là je rentre dans des propos techniques qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec tout ça. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Alors oui, on peut se permettre aussi quand on est de ce côté du truc. Là, je vois qu'il y a pas mal d'empreintes digitales. Est-ce que c'est les tiennes ? Oui. Bah, du coup, c'est vraiment laisser son empreinte finalement dans l'histoire. Hein. Oui. J'ai pas inventé quoi que ce soit. Hein. J'ai pris le truc à Sean Murphy, tout simplement, qui utilise ça en guise de trame. C'était pour moi aussi un moyen de tricher, c'est-à-dire que ça me permet d'avoir 5 valeurs et pas 3. Parce que ça crée des demi-teintes graphiques, ça crée des trames. Autrement que par la trame à point et en utilisant l'empreinte, évidemment que j'ai modifiée pour pas avoir quelqu'un qui puisse me voler ma propre empreinte. Dommage, on pourra pas le cloner. Voilà, il y a la question déjà de l'échelle et puis j'ai modifié un certain nombre de marqueurs sur mon empreinte pour éviter que j'ai des problèmes avec ça. Mais oui, ça a un usage et je le réserve à certains effets. Au début, j'en mettais un peu partout et au final, j'ai un peu calmé le jeu dessus. Suite à des discussions avec d'autres collègues auteurs, animateurs, je disais, ah là ça fait sens à ce moment-là parce que, et c'est des trucs auxquels j'avais pas pensé du tout, moi je faisais ça instinctivement. Il y a des choses qu'on fait aussi très très instinctivement quand on dessine sans vraiment trop y réfléchir. Et puis les gens disent, ah mais là ça fait sens, tu as eu raison de le mettre, ils t'expliquent pourquoi tu l'as fait. Ok, j'achète. C'est pas moi. Hein.
Non, ouais, tu sais pas dessiner. Et justement, sur un projet comme celui-ci, pourquoi on se dit que... Je reviens sur la thématique un peu miroir de la société. Je ne sais pas dans quelle mesure Parcours 69 est le miroir de quelque chose à notre époque, mais est-ce qu'on a cette idée en tête au moment où on lance un projet comme ça, ou est-ce qu'on se dit on va seulement faire plaisir aux fans de la première heure? C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un choix quand même. Il y a un choix qui nous motive en tant qu'éditeur, en tant que créateur, qui nous amène sur un projet